Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la radio 100% rouge et blanche. Ce soir, on se retrouve pour une émission La Causerie, votre émission d'avant-match, qui a un petit parfum européen, n'est-ce pas Nicolas? Ouais, ouais, enfin le retour de l'automne, mais le retour aussi de la Ligue des Champions. Donc, on est impatient. Ouais, c'est vrai, tu l'as dit, la plus belle des compétitions. Merci à toi du coup d'être là ce soir. On va ensemble aborder du coup les principaux axes. Vous commencez à être habitués de la causerie. On va tout de suite attaquer par l'historique finalement de Monaco en terre allemande et notamment avec les clubs allemands. Alors en général, le bilan monégasque reste positif. Il y a bien eu une lourde défaite à Francfort au premier tour de la C2, ça remonte il y a longtemps, 1974-1975, une défaite 3-0, et celle de l'année dernière aussi 3-0 face à Leverkusen lors de l'ultime journée de match de poule, Nico. Ouais, c'était une défaite vraiment anecdotique. On s'en rappelle tous. Monaco était déjà qualifié. Jardim avait aligné une équipe B voire C. On se rappelle de Corentin Jean notamment en attaque, et Leverkusen nous avait marché dessus, mais on va dire qu'on c'était vraiment un match sans pression. Il avait tout mis à tous les titulaires mis sur le côté, donc on n'en tient pas trop rigueur de cette défaite. Ouais, triste époque, tu me rappelles Corentin Jean et Abdou Diallo à gauche. Ouais, bref, c'était triste. Heureusement, tous ces gens-là ont quitté le navire rouge et blanc. Euh, donc ça, c'est pour ce qui est des défaites, mais voilà, on va parler quand même des choses qui redonnent un peu plus le moral. On va se rappeler, se remémorer avec grand plaisir que les Monégasques ont gagné chez le Borussia Mönchengladbach 4-2 au deuxième tour de la Coupe de l'UEFA lors de la saison 96-97 et à Hambourg au tour suivant 2-0. Enfin sur le terrain du Dynamo Berlin en huitième finale de la C2 89 lors de la saison 89-90, les coéquipiers de Ramon Diaz sont passés en arrachant le nul un partout en prolongation après un 0-0 à l'aller. Enfin, on n'a pas oublié que Leverkusen, je crois que tu y étais d'ailleurs, Nico, Ouais, lors en du. 2015, un but de Lucas Ocampos, là aussi une autre époque. Ça nous renvoie vers non, Ouais, on va déjà, bon, 2 ans en arrière, mais bon, c'est déjà loin. Une victoire 1-0 qui avait permis aux Monégasques de conforter leur place, c'était une victoire très importante à l'époque. C'était lors de la 5e journée de la phase de poule, et après une défaite à au Benfica. Benfica, ouais, et donc une victoire très importante qu'on avait acquis là-bas à Leverkusen. Ouais, elle avait permis presque, je crois, de chipper la première place où je me demande si c'était pas lors de l'ultime match, lors de l'ultime confrontation, le 2-0 face au Zénith. Je sais plus, mais Je en tout crois cas, que c'était lors du dernier match, mais s'était remis à l'endroit grâce à cette victoire. ouais, c'est clair. Et enfin, on n'a pas oublié également, parce que c'est encore frais dans les têtes, et puis on se remémore avec grande joie l'épopée européenne de la saison passée, et puis moi aussi, puisque j'y étais, donc forcément il y a une connotation particulière, c'est cette victoire à Dortmund lors des quarts de finale, dans un contexte particulier, on s'en souvient, match reporté, tentative de, un incident sur le bus de Dortmund, bref, ça n'avait pas empêché les Monégasques d'emporter au Signal Iduna Park par le score de 3 buts à 2. Ouais. Belle Ma- victoire, hein, on s'en rappelle tous comme tu dis. Ouais, ouais, notamment avec un Mbappé de folie. Enfin bon, ça c'est le passé. C'est vraiment le passé. Ouais, ça fait mal, mais bon, c'est comme ça. Autre chose qui fait mal, on va revenir sur les formes et enjeux avant cette rencontre. La cicatrisation de Nice, comment ça se passe de ton côté, Nico? À vrai dire, ouais, je l'attendais vraiment pas celle-là. C'est une première défaite, une première lourde défaite. On attendait Monaco un peu plus conquérant. Enfin, c'était vraiment un non-match de leur part, et très déçu. J'espère que de leur côté, plutôt moi, que nous on est cicatrisé, on va dire c'est secondaire. J'espère que eux ont vraiment cicatrisé pour aborder de la meilleure des manières le premier match de demain. C'est vrai, la question qu'on peut se poser, et elle est légitime, c'est dans quel état on retrouve l'équipe, et est-ce que l'argument selon lequel la Ligue des Champions est une toute autre compétition est audible? On se souvient que lors de la prise de fonction de Jardim lors de la saison 2014-2015, après un début de saison moribond, en final le salut était passé par une victoire à l'arraché totale contre finalement le Bayer Leverkusen qu'on est habitué à retrouver, une victoire 1-0. Et c'est ce qui nous avait permis de nous relancer et de revenir en championnat. Alors là, je ne sais pas si vraiment les joueurs ont la tête dans le sac après cette correction, on va dire cette prestation
infamante, hein, parce que indigente. Ouais. rien n'a été proposé très clairement, contrairement à l'année dernière. C'est vrai que c'est dur, on ne sait pas trop où situer. Est-ce que les joueurs vont passer au-dessus de ça et vraiment se dire, allez, Ligue des Champions, tac, on met le bleu de chauffe. Je pense que naturellement, enfin moi j'ai envie de répondre par la positive. Je sais pas si tu partages cet avis, Nico. Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'était le match de Nice. Bon, c'était retour de trêve internationale. On ne sait pas comment ils sont arrivés mentalement à la Turbie la semaine avant le match. Là, c'est la Ligue des Champions, comme tu le dis. Il y a une autre motivation. Il y a toujours cette petite musique qui fait que Fait tu sais très bien frissonner. que qui fait frissonner, qui fait trembler les petites jambes. Mais j'ai confiance. Je pense que oui, ils savent très bien qu'ils ont fait un non-match samedi. Je pense pas qu'ils peuvent faire pire. Cette saison en termes de jeu et de ce qu'ils ont proposé. Mais oui, j'espère dans leur tête ils sont focus sur la Ligue des Champions et j'imagine bien que Jardim les a drivés aussi dans ce sens. Ouais, on sait l'importance de prendre des points le plus rapidement possible, même si rien n'est figé au sortir de la phase allée de cette phase de poule, mais 3 points contre un adversaire qui semblerait, on l'avait dit en interne, euh, qui semblerait quand même être un concurrent numéro un, c'est toujours bon à prendre. Alors c'est contradictoire parce que c'est une équipe qui a aucune expérience, on y reviendra plus tard lors de l'interview qu'on va vous passer à la fin de cette émission. C'est assez contradictoire parce que ce club n'a aucune expérience sur le plan, sur la scène européenne, mais il y a quand même voilà, des motifs d'inquiétude. Il y a de très bons joueurs en face et eux, contrairement à nous, ont bien réussi, ont bien négocié leur match le week-end dernier ils sont allés s'imposer sur la pelouse de Hambourg de but à zéro. Ouais. Oh, Mais justement, je pense que c'est le fait que ce soit un club, on sait pas vraiment l'évaluer, comme tu dis, c'est leur première apparition sur la scène européenne. Et on en parlera après, mais lors de la conférence de presse d'avant-match, je crois que c'est Gemerson qui a dit qu'il se sentait pas favori. Mais si là, Monaco est favori, t'es le demi-finaliste de la précédente édition, t'es le champion de France en titre. Tu vas chez un novice, vraiment un ah, débutant sur la scène européenne, tu dois t'imposer directement. ouais, c'est vrai qu'il y a la notion un peu de kidam néophyte, mais bon, faut quand même rappeler, ça a quand même été un club qui a fini vice-champion l'année dernière Ouais. de la Bundesliga, donc bon, ils savent très bien que les équipes qui se retrouvent là, elles sont pas à prendre à la légère non plus. On n'a jamais fait non plus d'excès de suffisance. C'est pas maintenant, je pense qu'on va s'y mettre. Tu le disais, on parlait de la conférence de presse. Allez, on y rentre en plein dedans. Jemerson, même lui, nous dit qu'on n'est pas favori, alors que bon, on est quand même chapeau 1, on sait très bien que ok, c'est un groupe homogène. Ok, Monaco est habitué sur sur les derniers tirages à finalement avoir un groupe qui semble abordable. Mais voilà, il y a quand même la pression du voilà, on est demi-finaliste. Il y a un statut aussi, je trouve, à défendre et à assumer sur la scène européenne. Oui, hein, en plus les premiers matchs historiquement enfin dans l'histoire récente, nous ont plutôt porté chance, comme tu as dit il y a 2 ans, donc on bat Leverkusen 1-0 et l'année dernière victoire 1-2 à Wembley. 2-1, ouais. Donc faut continuer comme ça. Je pense ils savent très bien la pression qui est là sur leurs épaules pour ce premier match. Faut espérer qu'ils soient prêts et comme on l'a dit avant, qu'ils aient oublié la raclée de samedi dernier. Mm. De son côté, Louis Jardim a annoncé que c'était un nouveau défi pour le club. Bon, il a quand même balancé une grosse saucisse en conférence. Certes, Une aucun grosse... club français n'a jamais gagné ici, mais ce qui compte, c'est le présent. Bon, Ouais. c'est vrai que je vois pas quand est-ce que Il, Leipzig il a a pu pas lu la affronter. fiche historique peut-être. Ouais, il n'a pas eu Julien Duez en interview pour mieux cerner un petit peu qui était le RB Leipzig. Bon, il y a quand même des choses, voilà, on sait très bien, il connaît bien l'adversaire, il l'a bien ciblé, je connais bien cette équipe jeune, ça va très vite devant, en effet. Bref, Ça peut être inquiétant cette remarque puisque vu la prestation de notre défense samedi, ça peut être inquiétant. hmm. Enfin, il revient sur l'absence de certains joueurs. Il dit que ce n'est pas la première fois et qu'il est confronté à ce genre de situation. Et c'est une opportunité pour un autre joueur. C'est la mentalité et la philosophie de l'équipe. On en vient donc au groupe concocté par Jardim. Alors donc pour ce qui est des gardiens, il y a 3 gardiens qui font le déplacement, dont un qui restera en tribune très certainement. Les gardiens, donc Souba est là, Benaglio aussi, et enfin Seydouci.
le fameux trublion. Enfin, pour ce qui est des défenseurs, Camille Glick est bien présent, Jemerson, George, Congolo, Radji est appelé, ainsi que Sidibé et Almami Touré. Ouais. Retour de Congolo Hmm. dans le groupe. On va voir s'il est sur la feuille. Ça paraît pas vraiment gagné d'avance pour lui, mais Et pourquoi pas un revirement tactique, on en parlera parce qu'on a posé un sondage sur la page Twitter de Radio Diagonale. On y vient, on termine juste le groupe. Pour ce qui est des milieux, Fabinho, Ronny Lopez, Meite, Suelo, le grand retour. Et enfin, Joao Moutinho, je crois que tu avais une petite info d'ailleurs à nous faire partager, Nico, sur... oui, il y a Yann Péchera notamment de RMC qui a mis qui a communiqué l'information comme quoi il était malade et qu'il était incertain pour le match de demain, ce qui pourrait offrir une chance. On va en parler après dans la compo, mais de voir Yuri Tillmans à l'œuvre, lui qui est tant demandé depuis le début par les supporters après sa belle prestation contre Paris. Enfin, on va voir si Moutinho déjà n'est pas aligné, mais en tout cas c'est ce qui se tient pour l'instant. Tu l'as dit, et c'est lui qui ferme la marche du coup de ce groupe de milieu appelé. Pour ce qui est de la ligne d'attaque, on retrouve finalement les mêmes joueurs qui ont été convoqués pour le match de Nice. Un joueur qui n'est toujours pas apparu d'ailleurs sur le maillot monégasque, c'est Baldé Keita. Forcément, une préparation tronquée, en clash un petit peu avec son club. Il est parti en sélection, il est à peine revenu. À voir s'il est prêt pour, peut-être pour faire ses débuts ou même rentrer en jeu. Enfin, Guido Carrillo, lui, est toujours là, rassurez-vous. Adama Diakabi aussi. Euh, en- Radamel Falcao, Rachid Ghezal et Stevan Jovetic. Thomas Lemar, donc, vous l'aurez compris, est absent suite à une élongation à la cuisse qui a été contractée lors de la dernière rencontre face à Nice. Alors, avec toutes ces infos, tout ce que je viens de te balancer, Nico, quel est, selon toi, le 11 que va nous préparer Jardim? Je pense pas qu'il va faire de grandes révolutions dans sa composition. Il va, comme il l'a dit en conférence de presse, il va juste mettre les joueurs, remplacer les absents. Ouais, alors juste avant que tu te lances et que tu parles de remplacer sur les absents, je reviens juste sur le sondage où vous avez été près de 450 à voter. La question était, Thomas Lemar ne sera pas sur la pelouse à Leipzig demain. Qui aimeriez-vous voir au poste d'ailier gauche? Donc on vous a proposé Keita Baldé, Diakebi, Ghezal ou autre. Et écoutez, c'est un vrai plébiscite pour Keita Baldé. Alors, même si je l'ai dit, préparation tronquée et tout, je pense qu'il y a l'impatience, il y a l'envie de voir ce joueur évoluer, jouer tout simplement. Donc 76%, il récolte quand même 76% des suffrages. Vient ensuite en seconde position Ghezal, enfin Diakabi 4% et autres 4%. Voilà, je te laisse reprendre Oui, le je pense fil pas de, déjà de ton raisonnement. qu'au niveau bon, du gardien, c'est basique bien sûr. Au niveau des défenseurs aussi, je pense pas qu'il va changer, quoi, Mami Touré. Avec la probable absence de Moutinho, c'est vrai qu'une paire Tillmans-Fabinho a vraiment une longueur d'avance. Et après, donc, comme par rapport au sondage, moi je pense et j'aimerais surtout qu'ils mettent Rachid Ghezal à droite à la place de Ronny Lopez. Et malheureusement, par défaut, je pense qu'il va mettre Adama Diakabi sur la gauche pour pallier l'absence de Thomas Lemar. Je vois pas comme tu le disais, mettre Keita Baldé en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'il soit prêt pour démarrer. Ce qui ferait qu'il donnerait une attaque Radamel Falcao, Stevan Jovetic, Qui sur euh, le papier quand même est plutôt alléchante. qui est plutôt alléchant, oui. Et bon, Jovetic, on l'a vu là il est rentré quand le score était scellé. Il a pas fait grand-chose Oui. comme Falcao par ailleurs, mais c'est une bonne occasion, je trouve aussi de les lancer euh, cette paire d'attaques, pourquoi pas, dans un match de Ligue des Champions. Là, les supporters, enfin les auditeurs, donc on votait Baldé, mais je ne crois pas, même s'il peut jouer sur les deux côtés, enfin sur les deux ailes, je veux dire, il est plus habitué à droite et encore peut-être même comme deuxième attaquant. Donc à voir, la Lazio c'était plus en deuxième attaquant, là où il a vraiment excellé sur cette Mm. dernière partie de saison. Enfin, bon, moi je dis un truc, on n'est peut-être pas à l'abri non plus de retrouver Congolo arrière gauche et Jorge un cran au-dessus, comme Jardim avait pour habitude de le faire lorsque lors des matchs de Coupe de France, Mm. à savoir mettre Jorge en milieu gauche pour remplacer Lemar.
À voir. On n'est pas à l'abri. Pour moi, C'est une possibilité, mais j'hésite entre ouais. ces deux, ce que tu disais, Adama Diakabi, un peu par défaut. Ouais, parce que Congolo le ressortir, ça, on l'a plus vu Bah ouais, depuis bien. Ouais. depuis le trophée des champions, on l'a plus revu. Voilà, donc on l'a plus revu, il avait pas fait non plus une prestation XXL, donc ça serait si dans une position un peu défensive de Jardim, Voilà. mais je suis pas sûr qu'il sorte avec cet objectif, surtout face à une équipe qui aime aussi attaquer, donc on s'attend plutôt à un match assez ouvert entre les deux équipes et il y aura des, hum, des occasions, enfin des espaces à saisir. Donc vraiment mettre un ailier gauche ou un joueur rapide, un attaquant plutôt de formation devant plutôt. Ouais, tu l'as dit, j'espère vraiment, je suis comme toi, hein, j'espère vraiment que voilà, Jardim ne va pas la jouer en mode défensive et qu'il va plutôt opter pour Jorge à son poste de latéral gauche et nous mettre un profil plus offensif un cran au-dessus. Voilà. Ouais. C'est le moment pour nous déjà d'annoncer le prochain rendez-vous, à savoir demain le débrief qui sera en live. Donc vous aurez l'opportunité de nous rejoindre directement sur la chaîne YouTube et d'interagir avec nos intervenants. On vous donne rendez-vous donc tout de suite après le match, enfin tout de suite, laissez-nous le temps quand même de nous préparer sur le plan technique. On n'est jamais à l'abri de deux, trois petits soucis. Nico, je te remercie. Nous, on va se quitter avec l'interview réalisée cet après-midi avec Julien Duez, rédacteur chez Football Ski et SoFoot également. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout de cette interview, elle vaut le détour. Encore une fois, merci Nico. Merci à toi et merci à vos auditeurs. Et puis on se retrouve demain, restez connectés, n'oubliez pas la page Facebook, la page Twitter, Radio Diagonale. Ciao. Vous commencez à être habitué dans l'émission La Causerie, on donne la parole à un supporter spécialiste pour qu'il nous apporte ses lumières sur l'adversaire. Et donc il est temps pour nous d'accueillir notre invité afin de mieux cerner le Rasenballsport Leipzig. On a donc fait appel à Julien Duez, rédacteur chez Football Ski, site référence pour tout ce qui se passe à l'est de l'ancien rideau de fer. Hallo Freunde, wie geht's? Hi Adrien, mir geht's gut und dir? Prima, prima. Bon, je t'avoue, on va pas la faire en allemand parce qu'on va perdre tout le monde. C'était juste le moment pour moi de me la raconter parce que j'ai fait LV2. Enfin bref, on va parler de ce qui nous intéresse, à savoir le RB Leipzig. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire, très courte finalement, mais fondée en 2009. Le voici qualifié pour la Champions League en 2017. On évoque alors une ascension fulgurante qui confirme la maxime Red Bull donne des ailes, Julien. Ouais, complètement. Participer à la Ligue des Champions 8 ans après avoir été créé, c'est un exploit que peu de clubs peuvent se vanter d'avoir accompli. Euh, En revanche, je suis pas sûr que l'argent soit la réponse à toutes les questions liées au RB Leipzig, puisque c'est quand même donc un club qui a commencé en 5e division, qui a quand même réussi à s'embourber pendant 3 ans dans la D4 régionale, qui est un championnat avec un système assez spécial dont il est difficile de sortir, et qui après effectivement a fait D3, D2, D2, et puis maintenant la Bundesliga. Est-ce que tu vois des similitudes en fait entre le projet de Monaco et celui de Leipzig? Moi, je vais faire allusion aux jeunes pépites en relais et de la politique post-formation. On a une politique tournée vers la jeunesse autour du RB Leipzig. La moyenne d'âge elle est de 23-24, tout dépend de l'équipe alignée, mais il y a quand même une dizaine, voire même plus, de joueurs qui ont en dessous de 25 ans. Oui, complètement. En fait, pour montrer que Red Bull est pas juste venu s'installer à Leipzig sans projet stable, ils ont, en plus de l'enveloppe de 100 millions d'euros qu'ils ont donné en 2009, monté un centre de formation ultra moderne qui compte parmi les plus modernes d'Allemagne et qui a coûté quand même pas moins de 135 millions d'euros. C'est un centre de formation qui a réussi dans toute la région à attirer des jeunes talents à la fois locaux mais aussi nationaux. Donc c'est la preuve que Red Bull est là pour s'installer sur le long terme et fait le pari de la jeunesse et de la formation plutôt que de claquer son fric dans l'achat de stars déjà confirmées. On va
parler un petit peu, replacer maintenant dans le contexte par rapport au match de demain. Et là, on a besoin de toi, forcément. Quels sont les hommes forts sur lesquels s'appuie Ralph Hasenhüttl? Ralph Hasenhüttl, il a la chance d'avoir un attaquant qui est clairement au-dessus du lot dans l'ensemble du championnat, qui s'appelle Timo Werner. Donc c'est un mec très jeune qui a 21 ans et qui est le premier joueur de l'histoire du RB Leipzig à avoir été appelé en équipe nationale. Euh, Lui, il est là depuis 2 saisons. Il est arrivé de Stuttgart et c'est probablement vraiment la pierre angulaire de cette équipe de Leipzig. Après, il y a d'autres joueurs qui font partie du projet depuis quelques saisons maintenant. Il y a le gardien Peter Gulacsi qui est plus vieux que l'ensemble de son effectif puisqu'il a 27 ans. Il y a le capitaine Gilles Orban, 24 ans. Il y a aussi le français Dayo Upamecano qui est arrivé récemment. Normalement, il peut aussi compter sur un international suédois qui s'appelle Emil Forsberg, mais qui est blessé pour l'instant. Et puis en attaque, il a Youssouf Paulsen, international danois, Jean-Kévin Augustin qui est arrivé aussi cet été. Et puis on va pas oublier au milieu de terrain le fameux Naby Keita, la révélation de la saison dernière. Et puis arrivé aussi cet été Kevin Campbell, l'international slovène. Ça fait un bel effectif, mais tu l'as dit, il y a des forces, finalement, des joueurs majeurs qui vont manquer ce match-là, à savoir Forsberg et Naby Keita, puisque ça a été confirmé, hein. Oui, alors c'est confirmé à 99%, on va dire, puisque Ralph Hasenhüttl s'est exprimé en conférence de presse pour dire que Keita avait dû quitter l'entraînement prématurément et qu'il jouerait probablement pas demain. Donc à sa place, on devrait probablement retrouver Stéphane Ilsanker. Ok. Est-ce que c'est le genre d'entraîneur qui fait beaucoup d'intox dans ce genre de... Non, c'est un entraîneur. Ralph Hasenhüttl, c'est un entraîneur qui déjà est pas très connu du grand public puisque il a pas une expérience démentielle. C'est un mec qui est encore assez jeune, il a que 50 ans et les équipes qu'il a entraînées sont pas vraiment des gros noms puisqu'il a commencé en D4 à Unterhaching, qui est un club bavarois. Après, il est passé à Aalen, qui est aussi un petit club de province. Il a ensuite commencé à se révéler dans le foot national avec Ingolstadt, qu'il a fait monter en Bundesliga, avant de rejoindre finalement Leipzig quand ils ont été promus la saison dernière. Donc c'est un entraîneur qui est pas une grande gueule, qui est pas adepte de trash talk ou de balancer des intox par rapport à l'adversaire. C'est un mec qui garde toujours la tête froide et qui a sur le terrain en tout cas un schéma de jeu très classique, pas du tout extravagant et malgré le fait qu'il soit autrichien, on est en plein dans le cliché de la rigueur et l'efficacité allemande. D'accord. À noter, oui, que lui aussi est un adepte du 4-4-2. En tout cas, c'est ce qu'il a mis en place depuis une saison et c'est ce qui lui a valu d'être vice-champion lors de l'exercice précédent en Bundesliga pour un club promu. J'en viens à un Oui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois que c'était donc au milieu des années 90 qu'un club promu avait remporté autant de points que Leipzig, si ce n'est plus, c'était Kaiserslautern, mais eux avaient fait encore mieux, c'est-à-dire qu'ils étaient carrément devenus champions. Mm. Donc autant dire que la performance réalisée par Leipzig la saison dernière est loin d'être négligeable. C'est déjà arrivé à Monaco, ça, d'être promu, de remonter de Ligue 2 et d'être champion aussi directement. J'en viens donc à ma question, surtout sur le regard que portent finalement les Allemands sur ce club, qui est considéré un peu comme un parvenu, à l'image un peu d'Hoffenheim. Je sais que c'est un club détesté aussi en Allemagne, ou tout simplement Wolfsburg aussi, qui finalement sous les directives de Volkswagen, voilà, a injecté des sous. Enfin, contre ces clubs finalement qui sortent de nulle part et qui vient un petit peu détruire la fan culture. Ouais, alors là, tu viens de mettre le doigt sur un débat qui agite le foot allemand depuis presque 5 ans maintenant, parce que depuis que le RB Leipzig est monté en D3, donc qui est le plus bas échelon national et professionnel en Allemagne, le pays entier connaît ce projet qui s'est bâti à coups de millions, parce que
On va dire qu'ils ont eu un bon petit cadeau pour se lancer dans la vie, c'est qu'en 2009, le PDG Dieter Mateschitz a lâché une enveloppe de 100 millions d'euros à utiliser sur 10 ans. Donc par rapport à la concurrence, ils étaient largement au-dessus. Et je pense que c'est justement ce côté parvenu qui agace les supporters de ce qu'on appelle les équipes de tradition en Allemagne, c'est que ils n'ont pas connu les années de galère et de combat qu'on entend souvent dans des chants de supporters en France, et que tout leur a souri très très vite, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, en dehors des 3 années qu'ils ont passées en D4, qui a été, on va dire, jusque-là leur seul talon d'Achille, ils ont eu aucun mal à s'extirper des basses divisions pour monter très très vite au plus haut niveau, avec la réussite qu'on connaît et leur participation à la Champions League pour la première fois en est le meilleur exemple. Donc je crois que c'est pour ça que qu'à la base ils sont, disons-le franchement, détestés par le reste des supporters en Allemagne. Après, je pense que la situation change année après année dans le sens où c'est une équipe qui s'est complètement stabilisée, qui s'est vraiment implantée dans le paysage de la ville de Leipzig. Et aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Le RB Leipzig est devenu l'équipe la plus populaire de la ville, voire des environs. Et dans le stade, l'année dernière, je crois qu'on devait être à 95% de taux de remplissage. Donc sur une enceinte de 42 000 places, c'est quand même pas mal. Oui, on va dire Et que les Allemands sont coutumiers du fait là-bas sur le taux de remplissage. oui, bien sûr, mais tout ça pour dire que c'est pas, enfin, qu'il y a du monde qui se déplace vers Leipzig. Donc c'est pas un club fantôme. C'est un club qui attire du monde, surtout qu'en plus, pour ça, il faut connaître un peu la réalité locale. C'est que le dernier club de Leipzig qui avait joué en Bundesliga, c'était en 1994. Entre-temps, c'est une ville qui a eu aucun club au plus haut niveau, dont on parlait surtout pour des faits de violence, de hooliganisme et de néonazisme. Donc quelque part, le fait qu'une équipe clean, financièrement et sportivement, remonte au plus haut niveau, forcément, ça attire du monde. Et je pense que quand on habite là-bas, on peut pas complètement jeter la pierre aux gens de se déplacer voir une équipe qui rejoue au plus haut niveau et qui produit du beau jeu. Surtout que maintenant en tribune, quand tu vas dans le COP du RB Leipzig, les téléspectateurs français le verront demain, probablement pour la première fois, ça chante. Il y a de l'animation, il y a des chants, il y a probablement un tifo, il y a des banderoles, c'est pas un club complètement passif. Ok. J'ai juste une petite anecdote. Moi, je me souviens lorsque j'étais allé, je m'étais rendu à Dortmund pour le match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. C'est vrai qu'on pouvait trouver des écharpes fuck RB Leipzig. T'en avais un peu partout, des mecs qui venaient même au stade avec. On savait, ça n'avait pas de sens, mais oui, c'est vrai que voilà, pour rappeler ce que tu disais, un club détesté, mais en tout cas localement, c'est vrai que ça permet aussi de redorer aussi le blason de la ville, comme tu l'as dit, et de chasser les idées, enfin sur la violence par exemple, et sur les groupuscules dont tu as parlé. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, cette anecdote avec les échappes, parce que bon, tu les as vues à Dortmund, mais il y en a aussi à Munich, il y en a aussi à Hambourg, à Brême, dans tout plein de clubs qu'on appelle des clubs de tradition, Hmm. parce que pour les supporters, c'est inconcevable que le RB Leipzig puisse évoluer au milieu de ces clubs qui ont connu un passé glorieux, qui ont connu des années de galère et que eux soient là comme des parvenus. Mais pour remettre les choses dans leur contexte, quand Wolfsburg a été promu au début des années 90, c'était eux le club le plus détesté d'Allemagne. Et il a fallu que Hoffenheim monte en Bundesliga en 2008 pour que Hoffenheim devienne le club le plus détesté d'Allemagne. Et finalement, en 2016, 8 ans plus tard, le RB Leipzig monte en Bundesliga. Donc là, on est clairement à un niveau de détestation supérieur parce qu'on joue clairement pas dans la même catégorie entre Hoffenheim et Leipzig. Mais c'est le fait que ce soit le club le plus détesté d'Allemagne euh, tient du fait qu'il n'y a pas encore de successeur au RB Leipzig en termes de projets plus ou moins artificiels. Hmm. D'accord. Bon, ça Le me jour fait. où ça arrivera, les gens les auront oubliés. La preuve, déjà, ils commencent tout doucement à rentrer dans la normalité. Ils ont un traitement médiatique en Allemagne qui est complètement
similaire à celui qu'on peut accorder aux autres équipes allemandes qui jouent la Coupe d'Europe, c'est déjà un énorme progrès par rapport au passé. Ok. Mais écoute, je te remercie franchement, c'était très intéressant tout ce petit débat aussi autour de l'histoire de ce club. Je te remercie. Est-ce qu'on peut donc on rappelle que tu es rédacteur chez Football Ski et j'ai oublié de le mentionner, tu es également rédacteur chez SoFoot. Tout à fait. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de t'avoir, c'était très intéressant. Je le répète, j'ai pris du plaisir à t'interviewer et puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres occasions, peut-être plus Peut-être pour tard le match retour ou pour un Bayern Monaco en quart de finale. Ah bah on va croiser les doigts, ce sera en tout cas une très belle affiche. C'est clair, ça marche. Merci Bon beaucoup, match en Julien. tout cas, avec Merci. plaisir, à très bientôt. Ciao. Ciao. Et bisous.